à tous, donc, je vais vous introduire à Clojure. Qui connaît Clojure? Au moins deux noms dans la salle. Plus que ce que je pensais, c'est super. Euh, donc personne l'a fait, je pensais, je sais que d'habitude ça arrive. Petite présentation de moi. Donc je m'appelle David Nadjar, je suis entrepreneur sur un projet entrepreneurial, une application mobile. Et à côté de ça, je suis développeur en freelance avec la liste des différentes technos que je maîtrise. Actuellement, je suis en recherche de missions courtes, donc si jamais, instant pub, hein, si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à me parler lors de l'apéro. Et donc pour en revenir à Clojure, Clojure est un langage Lisp. Qu'est-ce que veut dire Lisp? Très bonne question. Ça veut dire List Processing, parce qu'en fait, cette famille de langages en fait, a la même façon de traiter les listes chaînées simples. C'est un groupe de langages créé en 1958 par un certain John McCarthy. Une spécificité du Lisp, enfin des Lisp par rapport à d'autres langages comme Java ou Python, c'est que c'est un langage préfixé où donc l'opérateur se met en premier. Donc au lieu d'avoir 2 plus 3, on a plus 2, 3. C'est aussi la notation polonaise dans les calculatrices d'époque. Et c'est donc aussi, oui, la programmation fonctionnelle parce que contrairement donc à Python et Java, pour reprendre cet exemple, qui sont impératifs, là c'est totalement fonctionnel. Voilà. Clojure est donc un Lisp, hein, c'est pour ça que je vous parlais des Lisp tout à l'heure. C'est aussi un langage de programmation qui permet de faire du développement dynamique. Donc on peut juste ouvrir un terminal, un peu comme Python, et commencer directement à écrire du code. Ça a l'avantage de pouvoir tester rapidement et corriger son code en fonction. Et c'est un langage qui permet d'avoir la récursion terminale. C'est un petit fun fact pour une raison que je vais expliquer juste après. Donc c'est bon à retenir. Ça fonctionne avec le mot-clé récure. Voilà. Ah oui, ça a été créé en 2007 par un certain Rick Rich Ikei. Donc vous allez me demander à quoi ressemble le Clojure, parce que j'en parle, mais au final on n'a toujours rien vu. Ça ressemble à ça. Donc là c'est un petit Hello World, où donc en fait on définit la fonction. On peut directement mettre la documentation de la fonction dans sa définition, ce qui est très pratique. La liste des arguments, avec séparés par des crochets. Et ensuite donc l'action à faire. Donc en l'occurrence un petit Hello World bien classique. On concatène le string et ensuite on l'affiche. Et donc là vous allez me dire, ou pas, que ça vous semble relativement impératif. Et je suis totalement d'accord avec vous. Là pour le moment on dirait un langage totalement basique. Donc on va la refaire version un peu plus Clojure en utilisant l'opérateur flèche avec 2 chevrons. Et donc la particularité de ce type d'opérateur, c'est de pouvoir écrire ligne après ligne donc une liste d'opérations, de fonctions à exécuter. Et ce que ça va faire, c'est que ça va prendre l'argument en première ligne, ça va le mettre à la dernière position pour appeler la fonction, en l'occurrence strhello. Donc ça va faire strhello name. Ensuite, ça va exécuter donc ce code et ça va le mettre en dernière position de l'argument, enfin de l'appel println. Voilà. Une autre fonctionnalité du Clojure, c'est de pouvoir directement intégrer les tests dans la définition de la fonction, ce qui est très pratique. Ça nous permet donc de pouvoir avoir les tests juste à côté de la définition du code. Donc ça permet de pouvoir corriger et faire des tests en même temps, ce qui est super important, surtout quand on maintient des gros projets. Et faut pas oublier que les tests aussi, surtout les tests unitaires, aident à documenter le code. Donc le fait d'avoir la documentation textuelle, donc la première ligne, à côté des tests et à côté de la définition de la méthode, c'est hyper pratique en tant que développeur. Donc encore une particularité de Clojure, c'est de pouvoir s'adresser à pouvoir être compilé sur plusieurs plateformes en même temps. Donc on on voit pas la flèche, il y avait une flèche ici, enfin point d'interrogation. Donc on part du Clojure et en fait on peut choisir soit on le compile en bytecode Java, soit on le compile en bytecode .NET, soit on le transpile en JavaScript. Tout ça avec le même langage de programmation. Bien évidemment, il y a certaines particularités lorsqu'on utilise des fonctions, des SDK propres, mais grosso modo, on peut avoir une même base de code pour 3 différents exports. Je vous ai parlé de la flèche avec les doubles chevrons, et en fait, il en existe d'autres. Il existe celle avec un seul chevron. Donc cette fois-ci, au lieu de mettre l'argument en dernière position lors de l'appel,
ce sera mis en première position. Vous avez le as avec une petite flèche. Cette fois-ci, on peut utiliser un placeholder. Typiquement, donc là, le dollar sera le placeholder donc, de la fonction, ce qui nous permettra que si pour le premier appel, par exemple, l'élément doit être en première position, puis pour le deuxième en quatrième, et ainsi de suite, ça permettra de toujours pouvoir exécuter la même méthode, enfin avoir le même visuel, même façon de traiter les opérations. Lorsqu'on parle d'interopérabilité des langages, je vais y arriver, donc lorsqu'on fait appel à Java ou à JavaScript par exemple, on peut appeler des fonctions qui nous retournent des nuls. C'est pour ça que Clojure a pensé à insérer des sommes, donc soit avec une flèche, soit avec deux flèches, avec deux chevrons, ce qui fait que lorsque un nul est croisé, ou un nil en Clojure est croisé, l'opération s'arrête là, afin d'éviter tout null pointer exception en Java par exemple, enfin en JVM, pour la JVM. Et enfin une condition qui fait que donc l'opération est exécutée que si la condition précédente a été vérifiée. Donc là vous allez me dire que c'est absolument pas clair. C'est super parce qu'on va faire du coup quelques exemples. Et c'est là où c'est pas pratique. Pardon, je vais y arriver. Donc là, vous avez le fameux Hello World dont on a parlé depuis tout à l'heure. Ensuite, vous avez quelque chose qui va vous introduire donc la condition. Donc en fait, ce que ça fait ici, c'est que ça prend une liste vide. Et pour chacune des lignes suivantes, ça vérifie si donc, typiquement, le numéro, donc n est un nombre. Le numéro est impair, pair, 0, positif ou négatif. Et ça va donc, si c'est le cas, ça va exécuter cette fonction en mettant donc le résultat précédent en premier argument, parce qu'il y a une flèche avec un seul chevron. Voilà, ça va exécuter à la chaîne. En pseudocode, ce serait l'équivalent de mettre, if ma condition, x égale alors l'ajout, la concaténation donc de x avec odd par exemple. Et c'est là où les tests unitaires peuvent être très pratiques parce que vous pouvez voir effectivement comment fonctionne ce code et comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Vous pouvez faire la même chose avec des sets. Juste un petit exemple comme ça. Donc là, c'est un set au lieu d'une liste. Ici, donc, on utilise une flèche avec un seul chevron. Donc, pour vous réexpliquer, où personne est une map. Oui, est une map. Donc, cet argument va venir ici, dans cette position-là. Ça va exécuter ce code-là, et ensuite, ça va venir le mettre ici. Encore une fois, on peut regarder les tests unitaires pour bien comprendre ce que ça fait. Et ensuite, j'ai fait la même chose avec le placeholder. Comme ça, vous avez l'occasion de le voir aussi. Donc, on utilise $, on définit $ qui est égal à personne au début. Puis ensuite, on définit sa position en tant que premier argument. Ensuite, on le définit en tant que 0e argument. Les index commencent à 0. Et ensuite, en tant que deuxième. Pour ceux qui se posent la question, cette ligne-là permet de... Donc, comme je vous l'ai dit, on a une map. Cette ligne-là permet d'extraire à partir de la clé donc, la valeur d'un map. Et le petit fun fact en Python, en Clojure, pardon, c'est que pour extraire la valeur d'une map, soit on met la map puis son attribut, soit au contraire on peut mettre son attribut puis la map. C'est assez utile. Ce que je peux vous montrer, c'est l'exécution des tests. C'est en bas. On peut exécuter donc tous les tests, et ils sont tous verts. Ici vous avez donc le REPL, ce que je vous avais expliqué avec le fait de pouvoir tester rapidement. On a juste tapé +2, 3, et c'est tout bon. Dernière chose que j'aimerais mentionner sur Clojure, c'est la possibilité de pouvoir d'avoir les ratios. En fait, pour Clojure, 2 divisé par 10, c'est 2 divisé par 10, c'est pas 0,2. Ce qui permet donc en fait de pouvoir faire des additions avec des quotients, des ratios, et qui permet donc de garder une certaine comment dire, précision, merci, là où 0,2 plus 0,1 dépasse. Si on fait pas, on prend celle-ci, qui convertira ensuite en double. Si on prend celle-ci, on garde bien 0,3. Je remets la présentation, je me relève. Et donc avec un peu de pratique,
On peut se retrouver à recoder Hearthstone en web, où donc du coup tout est fait en Clojure. Le front a été transpilé en JavaScript et le back pour la JVM. Et donc on peut jouer de manière totalement classique. Voilà. Merci à tous. Avez-vous des questions?